Bonjour, bonjour, heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble cette petite causerie matériaux autour du thème de la lumière, de la matière et de leurs interactions. Globalement, ça va se passer comme le mois dernier, donc plutôt bien. On va passer une demi-heure ensemble. Dans un premier temps, je vais être tout seul à discuter avec mon écran, et puis ensuite, on va entamer une véritable discussion ensemble. Concernant la discussion, justement, vous avez dû noter sur la droite de votre écran, vous avez le chat, donc n'hésitez pas à faire des remarques ou à poser des questions. Comme je suis particulièrement bourrin et monotache, je n'arrive pas encore à tenter de répondre à vos questions et en même temps suivre le fil. Donc tout ce qui est question en amont me facilitera grandement la tâche. On va attaquer tout de suite par d'abord une simple et brève petite récap. Donc magnéto récap. Alors dans le premier épisode, on a vu que je porte une blouse blanche, que je suis amené à faire des expériences, que même parfois je mets une fausse barbe pour faire super sérieux, mais j'ai pas encore eu le temps de passer mes diplômes scientifiques, donc veuillez excuser toutes les imprécisions ou raccourcis que je pourrais faire. Je rappelle aussi que bien sûr, nos membres peuvent retrouver toutes les informations sur les matériaux évoqués aujourd'hui. Je vais systématiquement afficher les références, le code du matériau en bas de l'écran et ensuite sur la base de données, il vous suffit dans la fenêtre de recherche de taper cette référence, vous faites remonter la fiche avec toutes les informations techniques concernant ce matériau et surtout les coordonnées directes de l'industriel qui produit cette matière. Alors nous avons vu le mois dernier que la lumière, c'est en fait la partie visible par l'homme des ondes électromagnétiques dans lesquelles on baigne en permanence. Donc toute petite partie des ondes électromagnétiques qu'on va appeler la lumière parce que c'est ce que on peut percevoir. Je suis mon photon il fait. Alors je vous ai aussi gratifié d'une superbe animation qui nous a montré que nous percevons la lumière via des bâtonnets et des cônes dans l'œil. Grâce à des petits Playmobil qu'on appelle donc les cônes et qui ne font la fête que sous certaines longueurs d'onde. C'est ainsi que nous pouvons percevoir la lumière et les différentes couleurs qui sont en fait des impressions colorées créées directement par le cerveau. Nous avons vu aussi que les flamants roses ne sont pas roses et que même le t-shirt de Bryce de Nice n'est peut-être pas si jaune que ça. Enfin, pour tenter d'expliquer la transparence du verre et d'autres matières, comme le PMMA par exemple, j'ai osé une analogie avec une histoire de haricots blancs au milieu d'un stade de foot, des électrons qui s'ennuient à mourir pendant ce match et qui veulent absolument sortir. J'invite les gens qui n'ont pas vu cette première session à la suivre directement sur notre page YouTube. Donc nous avons vu dans cette première partie ce qu'était la lumière, on a vu partiellement comment elle interagissait avec la matière, mais on n'a pas vu d'où elle venait, quelle en était la source. Donc là, c'est le premier thème qu'on va aborder, c'est la source de lumière. Aujourd'hui, la physique distingue deux types de sources bien différentes de lumière. Il y a d'un côté l'incandescence et de l'autre la luminescence. La source incandescente, c'est ce qu'on connaît en fait depuis toujours. C'est la lumière du soleil, c'est la lumière des astres, c'est la lumière du feu. C'est aussi la lumière de notre regrettée ampoule dite à incandescence. La montée en température et la combustion de matière, par exemple l'hydrogène pour le soleil, ou du gaz pour ce briquet, va émettre de l'énergie, cette énergie sous forme de longueur d'onde, et à partir du moment où on rentre dans le spectre du visible, c'est de l'énergie qu'on va percevoir sous forme de lumière. À partir du moment où l'énergie émise est donc dans cette tranche du spectre visible, si l'énergie est encore assez faible, on va percevoir du rouge, puis du jaune, puis du blanc, puis du bleu. Alors, chose curieuse et intéressante à noter, c'est que, en fait, ce phénomène d'émission d'énergie sous forme de longueur d'onde est totalement décorrélé de la nature du matériau chauffé. Quelle que soit la matière que j'utilise, que ce soit une pierre, que ce soit un morceau de métal ou n'importe quelle autre matière, chauffée vers 700-800 degrés, elle va émettre
dans des longueurs d'onde de type rouge, enfin perçues comme rouge, et vers 6000, 7000 degrés, elle va émettre dans le bleu, que ce soit mon morceau de verre ou que ce soit mon morceau de métal. La luminescence, c'est totalement différent et pour le coup, c'est directement corrélé à la matière qu'on va employer. On va apporter de l'énergie, cette fois-ci non pas sous forme thermique, mais sous une autre forme, un courant électrique, une énergie chimique, l'envoi de photons. La matière va passer dans un état excité temporairement et ensuite va revenir à son état stable en émettant directement de la lumière. Alors, ceux qui ont suivi pourraient me faire remarquer que l'ampoule à incandescence, elle est alimentée par de l'électricité et donc c'est pas de l'incandescence, c'est de la luminescence. Sauf que l'électricité arrive au filament pour chauffer celui-ci et c'est le fait qu'il arrive à un certain seuil de température qui va lui permettre d'émettre de la lumière. Donc on reste dans de l'incandescence. Certes, c'est l'électricité qui va être apportée, mais non pas pour interagir directement avec la matière, mais simplement par effet Joule pour la faire chauffer et donc qu'elle arrive à ce palier de température qui lui permet derrière d'émettre de la lumière. Alors bien sûr, dans la base de données, vous allez retrouver plein de ces matériaux particuliers qui sont luminescents. Il vous suffit tout bêtement de taper luminescent dans l'interface de recherche et ça fait remonter plusieurs centaines de matières qui ont cette caractéristique bien particulière. 3 sous-catégories déjà évoquées. Il y a les électroluminescents, donc qui vont émettre de la lumière à partir du moment où il y a un apport d'électricité et sans chauffer. Vous avez la chimiluminescence, donc ces réactions chimiques qui va cette fois-ci générer de la lumière, ou photoluminescence, c'est les photons qui arrivent sur la matière, qui vont interagir avec cette matière, qui va émettre de la lumière. Vous avez ce truc extraordinaire qui est du fil électroluminescent, mais pas tel qu'on le connaît, relativement épais et en plastique. Là, c'est réellement un fil de la taille d'un fil à coudre et qui, par un principe complexe d'enroulement d'encre luminescente, va éclairer, générer de la lumière à partir du moment où il est alimenté électriquement. Et tout ça donc à froid. Vous avez des textiles, si on reste un petit peu dans le domaine du fil et du textile, des textiles qui sont cette fois-ci avec de la fibre optique. Alors, c'est pas directement la fibre optique qui va émettre, c'est en fait la source, c'est une diode électroluminescente qui va peu chauffer, certainement pas aux températures de 700 1000 degrés dont on parlait. Donc, on est vraiment face à de l'électroluminescence et qui va ensuite conduire la lumière dans la fibre optique. Donc, ça fait aussi partie de l'électroluminescence. Un autre truc qu'on a montré à un dernier Frühstück, c'est de la lumière en spray. Donc, c'est toujours de l'électroluminescence, mais au lieu d'être sur un film 2D, je vais dire un peu comme un film papier, cette fois-ci, c'est en spray directement sur des formes gauches, sur des formes courbes, complexes. On va pulvériser cette encre et ensuite, on va pouvoir illuminer des objets 3D par un principe d'électroluminescence. Ensuite, vous avez donc la chimiluminescence. La chimiluminescence, on la connaît bien avec tous ces petits accessoires, vous savez, pour les fêtes, où vous avez un tube plastique qui, à partir du moment où on le tord, va générer de la lumière. En fait, quand vous le tordez, vous cassez une petite capsule à l'intérieur avec un élément réactif qui, à partir du moment où il se diffuse, va créer cette chimiluminescence. Donc une luminescence générée par un phénomène chimique entre deux composants. Petite sous-catégorie de la chimiluminescence, c'est ce qu'on va appeler la bioluminescence. Et ça, c'est des phénomènes constatés dans la nature de génération de lumière par les lucioles, par certains organismes marins notamment. Il y a beaucoup de bioluminescence dans l'univers marin. On a référencé par exemple une structure très intéressante qui s'appelle Glowy et qui tente actuellement de développer toute une série d'objets pour de la signalétique, pour je vais pas dire de l'éclairage urbain, mais des éléments relativement
émetteur de lumière pour l'urbain, en essayant de favoriser justement cette bioluminescence d'éléments vivants à l'intérieur d'un tube, notamment Pyrex. Je n'ai hélas pas pour l'instant d'échantillons, c'est un petit peu compliqué, mais c'est des informations que vous retrouvez sur la base. Ensuite, on va avoir la photoluminescence. Alors la photoluminescence, il va falloir à nouveau la scinder en deux entre ce qu'on appelle la fluorescence et la phosphorescence. Alors, dans la famille luminescence, on a vu l'électroluminescence, on a vu la chimiluminescence et sa petite sœur, la bioluminescence. Maintenant, la photoluminescence, c'est-à-dire la possibilité pour un matériau de recevoir des photons et d'émettre de la lumière. Alors, petit rappel, je vous ai à nouveau simulé une longueur d'onde du visible. Je suis désolé, je suis toujours pas plus doué pour vous faire ça, mais vous voyez un petit peu l'idée. Petit rappel, une matière classique, la lumière va arriver et à ce moment-là, elle va soit être absorbée par le matériau, je le fais bien, l'absorption, soit elle va réfléchir cette longueur d'onde, donc le truc fait poum, poum, et il repart. Et moi, si je vois ici du bleu, c'est parce que toutes les longueurs d'onde ont été absorbées, sauf les longueurs d'onde qui sont dans le domaine du bleu et qui, elles, sont réfléchies. Idem pour le noir qui est ici. Globalement, toutes les longueurs d'onde ont été absorbées et le rose qui est ici, une grande partie des longueurs d'onde ont été absorbées et 2 longueurs d'onde particulières ont été réfléchies. Maintenant, si je prends cette plaque acrylique avec des pigments fluorescents, le phénomène qui va se passer est un petit peu différent. C'est-à-dire que ma longueur d'onde va arriver dans le bloc, va être absorbée par le bloc, ça va exciter ce bloc qui va arriver dans un état non stable, et pour revenir à son état stable, il va quasi instantanément réémettre de l'énergie sous forme de photons. Mais vous voyez que l'énergie apportée diffère de celle émise parce que l'énergie apportée a été absorbée par les atomes et ensuite ces atomes vont réémettre et ils vont réémettre éventuellement dans une longueur d'onde qui est différente de la première. Ce qui donne le côté un petit peu magique aux couleurs dites fluorescentes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Mettons que cette longueur d'onde très moche ce soit des UV. Donc une lumière que moi je ne perçois pas au départ avec mon œil. L'énergie va être absorbée par la matière, par les atomes de la matière qui vont être dans un état donc excité. À partir de ce moment-là, ils vont vouloir revenir dans un état stable. Ils vont donc émettre de l'énergie, mais qui n'est pas sous la même longueur d'onde. Donc ils vont réémettre. Regardez, je suis particulièrement fier de l'effet que j'essaie de créer. Vous voyez que la longueur d'onde qui est réémise est plus longue que la longueur d'onde initialement reçue. Donc, j'ai reçu une énergie que moi, humain, je ne perçois pas. En revanche, je vois une énergie sortir qui, elle, est dans une longueur d'onde qui est plus longue et donc quelque chose que vraisemblablement je vais pouvoir percevoir. C'est pour ça que les couleurs fluorescentes nous semblent à chaque fois super pétantes parce qu'elles vont recevoir toute une série de longueurs d'onde et elles vont un petit peu les transformer pour cette fois-ci réémettre dans une longueur d'onde donnée qui va être un jaune pétant, qui va être un rouge pétant, qui va être un orange. Généralement, c'est dans ce type de tonalité que c'est très très efficace. Et donc ça, c'est vraiment les pigments fluo de la matière qui vont être particuliers. Et alors justement, j'en viens à la deuxième photoluminescence, qui est la photoluminescence phosphorescente. Et là, je vous propose un petit intermède culturel. C'est en 1603, sous le beau soleil de l'Italie, que Vincenzo Cascariolo, savetier de son état, mais qui consacrait la plus grande part de son temps à sa passion, l'alchimie, fit une découverte étrange au cours d'une promenade dans les magnifiques calanques des Colli Bolognesi, sur le chemin qui le menait au Monte Paderno. Quelques curieux petits galérons. Tout à sa quête de trouver le moyen de fabriquer de l'or à partir de matériaux communs, Vincenzo fut immédiatement intrigué par cette pierre grisâtre, semblable à toutes les autres à part son poids particulièrement élevé et un aspect fibro-radié. Tenait-il entre ses mains le Graal? Pourrait-il enfin, après des années de recherches infructueuses, extraire de l'or de cette pierre, ou transférer sa forte densité
à un vil métal quelconque, afin d'en rapprocher les propriétés de celles du métal jaune. Aussitôt rentré, il travaille le minéral, le soumet à une forte chaleur dans un four en présence de charbon, dans l'espoir fou d'en tirer quelque essence de transmutation vers la pierre philosophale. Là, aucun métal. Vincenzo Cascariolo, harassé, éteint la chandelle et s'allonge sur la paillasse de son atelier. Mais tout à coup, il remarque un phénomène curieux. La pierre calcinée émet dans l'obscurité une faible lueur. Fasciné par ce phénomène, il se met à l'étudier et constate qu'il a obtenu par cette manipulation une substance des plus curieuses, qui absorbe les rayons du soleil le jour pour les réémettre la nuit. La pierre de Bologne, appelée aussi éponge à lumière, ou lapis solaris, ou enfin pierre phosphorescente, était née. Et sa lueur, rougeâtre dans l'obscurité, allait devenir célèbre. Merci infiniment Marius Chapuis pour ce court intermède ô combien éclairant. J'invite bien sûr nos membres qui sont intéressés par ce sujet à regarder directement sur la base de données. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de références. Moi, je voulais attirer votre attention sur d'une part ce superbe cuir très doux qui en même temps la nuit montre une espèce de marbrure phosphorescente. Donc un aspect très très particulier la nuit. Cette brique de verre que j'ai toujours beaucoup aimée, brique de verre massive, pleine, avec plein de petites lucioles à l'intérieur. Donc cette brique, la nuit, là aussi, vous allez avoir des espèces de petits points de lumière en flottaison à l'intérieur. Ou alors, ce béton tout à fait classique, sauf qu'il intègre des agrégats qui sont directement phospho. Et donc, on peut imaginer une façade qui, la nuit, garde une inscription, un motif ou simplement des petits points de lumière, où ça permet aussi de retrouver son chemin grâce à ces petits cailloux en sol qui marquent un petit peu le chemin à suivre. Voilà donc ce qu'il en est concernant la source de lumière, l'émission de la lumière. Mais que se passe-t-il du côté de la réception de cette lumière par la matière ? Eh bien là aussi, lorsque la lumière arrive sur la matière, il va être nécessaire de distinguer deux types d'interactions lumière-matière qui vont générer des phénomènes colorés bien différents. Alors il y a en premier lieu ce que les scientifiques appellent la couleur chimique. Ce sont les constituants de la matière qui vont directement donner la couleur à cette matière par le phénomène qu'on a déjà vu d'absorption de certaines longueurs d'onde. Si je vois les feuilles d'un arbre vertes, c'est parce que les feuilles contiennent de la chlorophylle qui va absorber toutes les longueurs d'onde, sauf la longueur d'onde correspondant au vert qui, elle, va être réfléchie. Si jamais je regarde cette superbe brique de verre rouge, c'est parce qu'il y a des pigments ou des colorants à l'intérieur qui vont effectivement avoir cette capacité à réfléchir le rouge. Donc là, on est dans la couleur dite chimique. Ça ne veut pas dire synthétique, ça veut simplement dire que ce sont les constituants du matériau qui vont lui donner cette perception colorée particulière. Alors il y a aussi, et on y pense moins, ce qu'on va appeler la couleur physique, c'est-à-dire une couleur qui cette fois-ci ne dépend plus du tout des constituants de la matière, mais de la forme de cette matière et notamment de son état de surface. On va à chaque fois, dans ce cas-là, parler de couleurs dites structurelles. C'est le cas, par exemple, des nuages, de l'arc-en-ciel, des ailes de papillons, des espèces de taches d'huile qu'on peut voir sur des bulles de savon, de la nacre, de l'opale. Enfin, c'est un phénomène qu'on rencontre assez fréquemment. À nouveau, pléthore d'exemples de ce type de matière dans la base de données. Il suffit de taper couleur structurelle pour faire remonter ce genre de choses. Un exemple, moi, que je voulais évoquer rapidement aujourd'hui, c'est un textile que j'aimais beaucoup. Alors, je l'aime toujours, hein, mais il se trouve que la société japonaise qui le produisait a arrêté la production de ce textile. C'est un textile qui s'inspire directement des ailes du papillon morpho, qui est un papillon en Amérique du Sud, qui a des ailes qui sont d'un bleu super électrique, super pétant. Et pourtant, il n'y a aucun pigment bleu sur ces ailes. C'est tout bêtement, entre guillemets, une multitude d'écailles sur les ailes qui vont créer cette impression
de bleu. On peut le constater tout bêtement si on prend un de ces papillons et qu'on le plonge dans l'eau, on va tout à coup voir ses ailes totalement grises sans aucune couleur électrique comme le bleu qu'elle reflète normalement, parce que comme l'indice de réfraction dans l'eau ne va pas être le même, on ne va pas avoir le même type de phénomène de perception. Et donc, cette société japonaise a produit des fils qui étaient faits en fait sur 64 strates successives de polymères différents pour jouer justement sur ce phénomène d'écaille, ce qui fait que le textile vous apparaît vert-bleu, et pourtant il n'y a aucun pigment dans ce textile. Il est totalement gris au départ, sans couleur particulière, mais c'est simplement ces strates successives qui lui donnent cet aspect un petit peu chatoyant. La société japonaise a arrêté tout bêtement parce que, comme pour l'aile de papillon, dès que ce textile est un petit peu humide, il va perdre complètement, temporairement, son reflet un petit peu vert-bleu. Et donc, lorsqu'ils ont commencé à faire leur premier patron, ils se sont aperçus qu'il y avait des zones d'auréoles qui apparaissaient sur les gens qui portaient ces vêtements, tout bêtement dans les zones où il y avait un petit peu plus d'humidité. Donc, pas quelque chose de portable, mais un très très beau produit. Voilà. Il est presque l'heure de se quitter, sauf qu'il nous reste encore un gros morceau à voir. Je dis gros, pas tellement par la taille, mais simplement j'ai cherché à me documenter un petit peu sur le sujet avant de pouvoir vous expliquer certains des phénomènes. Et je suis tombé sur un tas de termes totalement abscons pour un néophyte comme moi. J'en ai noté d'ailleurs certains. Alors attendez, j'ai besoin de mon papier parce que sinon je m'en souviens pas. Des ondes vectorielles orientées, c'est assez poétique, le déphasage, des axes de propagation, des ellipses, de la biréfringence, cohérence de l'onde, interférence entre réflexion, réfraction, diffusion, diffraction. Aïe, comme un grand moment de solitude. Bon, mais j'ai finalement trouvé un moyen relativement simple d'expliquer un petit peu ce phénomène. Qui dit simple dit simplification, approximation, bien sûr. Vous ne saurez pas tout sur le thème, ni moi d'ailleurs, mais ça nous permettra de comprendre globalement les phénomènes dus à cette caractéristique de la lumière. Je veux bien sûr parler de la polarisation. On a vu dans le chapitre 1 que la lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Ondes électromagnétiques suivant certaines longueurs d'onde. J'avais élégamment fait une petite maquette en fil de fer, comme ça, qui est très très moche, pour figurer un petit peu la lumière et en expliquant qu'une lumière est caractérisée par sa longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes ici, et que donc cette lumière-là n'est pas la même qu'une qui serait un petit peu plus distendue comme celle-ci. Sauf que je ne vous ai pas tout dit, c'est que la lumière, elle est caractérisée par sa longueur d'onde, effectivement, principalement, mais aussi par l'angle d'attaque de cette lumière. Cette lumière-là ne sera pas exactement la même que celle-ci. Il y a une espèce d'axe ici et on a cette possibilité d'avoir différents angles par rapport à cet axe. On va parler de polarité de la lumière. D'un point de vue de la perception de couleur, ça change pas grand-chose. En revanche, ces différentes ondes de lumière vont générer des phénomènes visuels qu'il est intéressant derrière d'exploiter. La lumière naturelle, comme d'ailleurs bon nombre de lumières artificielles, est généralement non polarisée au départ, c'est-à-dire que elle va émettre de la lumière dans un doux bordel. Ça va être différentes longueurs d'onde et ça va être différentes directions et ça va être aussi différentes polarités de cette lumière. La lumière, elle va sortir comme ça en même temps, enfin, et puis dans toutes les directions. On peut souhaiter polariser cette lumière et dans ce cas-là, il va falloir un filtre qui fait justement le distinguo entre cette polarité-là et cette polarité-là. Alors, pour vous expliquer schématiquement le principe, je vais prendre un échantillon qui n'a rien à voir avec le schmilblick. C'est un tissé métallique où vous voyez, vous avez toute une ribambelle de fils qui vont être parallèles les uns aux autres. Bon, ça, c'est mon filtre de polarisation.
Et vous voyez bien à partir de ce moment-là que la lumière, si jamais sa polarité est parallèle au sens des fils, elle va traverser sans aucun problème le filtre. Si en revanche elle arrive par exemple perpendiculaire, il faudrait que je l'attende, elle va être arrêtée par ce filtre et donc je ne vais pas moi de l'autre côté la recevoir. Si elle a un angle moyen, elle va parfois passer et puis parfois être arrêtée par ce filtre. Dans la vraie vie, c'est généralement un film polymère qui est utilisé. Les polymères, c'est à chaque fois comme des espèces de grands spaghettis. Et là, ce film plastique, il est fabriqué de telle sorte que les spaghettis vont être globalement parallèles les uns aux autres. On va étirer en fait ce plastique pour ranger les spaghettis et qu'ils soient par exemple dans ce sens-là. Et à partir de ce moment-là, si ma longueur d'onde elle est dans le même sens que les spaghettis, elle traverse. Et si elle n'est pas dans le même sens, elle va être arrêtée. Et avec ce phénomène optique, vous n'imaginez pas tous les jeux optiques auxquels on peut se livrer. Nous, on n'arrête pas ici. Je vais vous en montrer d'ailleurs certains. La lumière polarisée est très employée aujourd'hui, notamment dans des applications optiques. Les photographes vont utiliser des films polarisants pour augmenter les contrastes dans vos ordinateurs, dans les écrans des ordinateurs, dans vos smartphones. Il y a à chaque fois des films polarisés en sandwich. Et là, on vous a installé une petite manip pour justement jouer un petit peu avec ces phénomènes très étranges. Alors notre petite manip. Bon, on a repris les Playmobil, ils n'arrêtaient pas de râler parce que je les avais pas encore embauchés. Dans cette manip, vous avez ici la source de lumière, on va dire que c'est le soleil. Je vous rappelle que le soleil, il va envoyer tout type de longueur d'onde, des courtes, des longues, dans différentes inclinaisons. Il va même envoyer des ondes circulaires, comme ça, regardez comme elle est belle mon onde circulaire. Et donc là, mes deux Playmobil baignent dans un tas d'ondes très différentes les unes des autres. Maintenant, que se passe-t-il si jamais je m'amuse à mettre un film polarisant entre ces deux Playmobil? Je vois que le flic continue à voir l'ostrogo continue à voir le flic, il voit le soleil, rien ne se passe a priori d'optiquement anormal, mais ce qui va se passer réellement, c'est que les différentes inclinaisons ne vont pas toutes pouvoir traverser ce film. Mettons par exemple que ce film, il ne filtre que les ondes qui sont parallèles au sol en termes d'inclinaison. Donc ça va passer, ça ne va pas passer. Maintenant, ce qui va être intriguant, c'est si jamais on s'amuse à ajouter un deuxième filtre. Donc j'ai ce deuxième filtre qui est exactement comme le premier. Si jamais je le mets dans le même sens, en fait, il ne se passe rien pour nous, puisque la lumière qui était filtrée par le premier est filtrée exactement de la même façon par le second, donc il n'y a toujours que ceux qui sont parallèles au sol qui passent. Maintenant, si je m'amuse à la mettre justement en perpendiculaire de la première, je m'aperçois que je vois toujours l'ostrogo, mais que je ne vois plus le flic, que je ne vois plus le soleil, parce que tous les rayons qui venaient de ce côté-ci du filtre ont été arrêtés par celui-ci, puisqu'ils sont perpendiculaires. Eux, ils arrivent comme ça, et ils sont arrêtés, puisque là, seules les ondes ayant ce type d'inclinaison sortent. Donc, ce que je vais voir de ce côté-ci, c'est ce qui se passe ici, qui est à nouveau de la lumière en grande partie diffuse, mais je ne verrai plus tout ce qui se passe du côté lumière polarisée. En fait, ce type de construction, c'est exactement la construction dans un écran d'ordinateur. Parce que vous avez ici la source de lumière, le backlight, comme on dit. Là, vous avez les cristaux liquides à la place de l'ostrogo. Et là, vous avez un deuxième film polarisant de ce côté-ci pour qu'on voit l'ostrogo, les cristaux liquides, mais pas toute la tripaille qui est derrière. Et d'ailleurs, à ce propos, on va pouvoir jouer avec un petit iPad pour vous montrer des choses visuellement très satisfaisantes. Alors, pour cette manip, vous avez besoin de lunettes de vision 3D. Vous savez, c'est à l'époque où on pouvait encore aller au cinéma 3D. C'est de superbes lunettes qui ont en fait deux films polarisants.
Vous avez besoin aussi d'une petite boîte de Ferrero Rocher. C'est pas forcément Ferrero Rocher, mais il faut simplement que ce soit une boîte de styrène fabriquée de façon classique et une tablette avec une photo de blanc de chez Blanc. Et alors, vous posez la tablette, vous posez dessus la boîte de Ferrero Rocher et vous chaussez ces superbes lunettes et regardez cet effet. Quand je bouge, ah mais pardon, vous voyez rien en fait. Regardez, je vais vous passer les lunettes et regardez un petit peu ça. C'est magique, non ? Eh ben, bonjour tout le monde, rebonjour. Merci encore une fois de nous suivre ce matin pour cette petite explication sur la lumière. Excusez-moi, c'est bon ? Tout est bon. Alors, j'ai noté quelques questions. D'abord, on m'a demandé des questions sur les pigments fluo. Alors, les pigments fluo, ce sont des pigments particuliers. Tous les pigments ne sont pas fluo. Généralement, c'est issu de certains minéraux. Et comme j'ai tenté de vous l'expliquer, c'est des pigments qui vont faire comme une machine à laver pour changer les longueurs d'onde. C'est donc des pigments qui vont travailler et qui vont se fatiguer un petit peu. Donc, dans le temps, c'est quelque chose qui n'a pas non plus une pérennité folle, notamment parce qu'ils vont recevoir les UV et les travailler pour transformer les longueurs d'onde dans des longueurs d'onde visibles. Et c'est donc beaucoup d'énergie reçue. Et donc, c'est des pigments qui, généralement, n'ont pas une pérennité folle. J'avais des questions sur le cuir phosphorescent. Sans précision concernant la nature de la question. En fait, le principe, c'est que c'est un cuir tout à fait classique et qui va d'ailleurs pouvoir être teint dans différents types de coloris. Et on va mettre un après ensuite avec des pigments phosphorescents qui, à la lumière naturelle, sont assez peu visibles. L'entreprise qui réalise ça, qui est une entreprise néerlandaise et qui, je vous invite à aller voir leur site, ils font un tas de trucs super bien. Ils vont donc mettre cet après de pigments phosphos en se débrouillant pour qu'il n'en reste que dans les creux du cuir, ce qui va donner cette esthétique très marbrée, très élégante. Je vous invite donc à aller voir sur le site des Colaiseurs si vous voulez en savoir plus sur leurs différentes gammes de cuir qui sont à chaque fois assez extraordinaires. Alors, on me demandait aussi si les fils électroluminescents et si le textile luminescent duraient. En fait, c'est sur deux technos différentes. Le fil électroluminescent, c'est donc des pigments électroluminescents qui enrobent un fil. Et là, c'est des pigments qui sont à nouveau très fortement sollicités puisqu'on va leur envoyer un courant pour qu'ils puissent émettre, un courant en plus en haute fréquence. Et donc, c'est une source qui a, je crois, de mémoire, une assez bonne durée de vie, mais qui va peu à peu perdre en termes d'efficacité. Alors que le textile luminescent qu'on vous a montré, qui est donc un textile fibre optique avec une source qui est une source déportée, le textile, lui, la fibre va simplement se contenter de conduire la lumière et donc pas de fatigue particulière. En revanche, la source est une source LED. Alors, la source LED, elle est vendue pour être très pérenne. Généralement, on annonce des 50 000 heures ou ce genre de choses. Mais de toute façon, cette source, vous pouvez ensuite l'enlever et en mettre une autre. Le textile fonctionnera tout aussi bien. Donc, c'est deux principes différents et une pérennité dans le temps qui est différente. D'autant plus que la fibre optique va avoir tendance à être moins fragile que le fil électroluminescent. Donc, pour le coup, c'est un textile qui peut être agressé de façon assez conséquente. Alors, qu'est-ce que j'avais ensuite ? J'avais toutes les questions d'écologie et de sources. Alors là, c'est un très vaste débat. Le premier truc que j'aurais tendance à dire, c'est tout ce qui peut, dans vos projets, éviter d'intégrer des sources,
c'est positif. Typiquement, un bâtiment qui est bien éclairé par la lumière naturelle, bah, c'est un bâtiment qui va moins consommer d'électricité pour alimenter l'intérieur du bâtiment. Donc, toujours la même logique avec la lumière qu'avec la matière. Toute matière non employée va être pertinent d'un point de vue écologique. Donc, toute source de lumière non employée, ça va être vachement bien. Ensuite, ça va dépendre des enjeux, mais d'intégrer, par exemple, dans du packaging jetable, des éléments de type source lumineuse, quelle que soit la techno employée, d'un point de vue environnemental, ça ne me semble pas particulièrement pertinent. Et puis ensuite, ça va à chaque fois dépendre des projets, parce que toutes les sources ont des avantages et des inconvénients. Je reviens par exemple sur tout le débat qu'il y avait eu à l'époque de l'ampoule à incandescence, où partant du constat que c'était une ampoule qui effectivement allait finalement être très peu efficace en termes d'émission de lumière, puisque l'ampoule à incandescence, en gros, 90% de l'énergie apportée à l'ampoule n'est pas pour générer de la lumière, mais pour générer de la chaleur. Donc effectivement, d'un point de vue rendement lumineux, c'est assez faible. Sauf qu'on oubliait en même temps d'autres éléments. D'abord, cette énergie qui n'est pas produite pour faire de la lumière, elle est produite pour faire autre chose, c'est de la chaleur. Et par exemple, dans un bâtiment, toutes les ampoules à incandescence participaient au chauffage du bâtiment. Donc l'hiver, c'était pas une énergie qui était perdue, c'était une énergie simplement qui s'exprimait d'une façon différente. Et puis ensuite, il me semble quand même important d'intégrer d'autres éléments dans la réflexion, et notamment le confort, parce que quand on a changé toutes les ampoules à incandescence pour une hérésie qui s'appelait la fluorescence compacte, en termes de qualité de lumière, on perdait énormément. On avait un truc qui était super faiblard, qui était pas régulier. On avait un truc qui, d'un point de vue environnemental, était une catastrophe parce que vous aviez du mercure dans les petits tubes fluorescents, un truc qui était vendu comme étant recyclable. En fait, c'était pas tellement que c'était recyclable, c'est qu'il fallait absolument récupérer les déchets en fin de vie plutôt que l'ampoule à incandescence qui, elle, pouvait être jetée. Il n'y avait aucun problème environnemental, en tout cas sanitaire, avec les ampoules à incandescence. Là, tout à coup, il a fallu mettre en place une filière de recyclage beaucoup plus pour éviter qu'il y ait du mercure dans la nature que pour réellement pouvoir récupérer toute l'électronique embarquée parce que c'était super galère. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très complexe, comme à chaque fois les questions environnementales. Et donc, chaque type de source va avoir ses avantages et ses inconvénients. La LED, elle offre une très grande polyvalence, une intégration super facile, de plus en plus une vraie qualité de lumière, mais en même temps, l'industrie de production de la LED est une des industries les plus polluantes. On utilise pas mal de terres rares. Donc, vous voyez, c'est des histoires de balance et c'est à chaque fois sur les projets réfléchir un petit peu à la solution, je vais dire, la moins dommageable pour l'environnement. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais noté les molécules qui interviennent dans les réactions chimiques. Alors là, je n'en sais fichtre rien. Comme je vous ai expliqué, je m'amuse à faire genre petit chimiste, mais je serais bien incapable de vous dire quel type de réactifs exactement sont utilisés dans ces petits tubes qu'on craque. Il vous suffit, à mon avis, tout bêtement, de taper chimie luminescence sur Wikipédia. Vous aurez tous les noms complexes qui sont attachés à ça. Je me retourne vers mes deux camarades, Willy et Victor. Victor, est-ce que j'ai des questions? Oui, le standard. Viens prendre une petite chouquette. On a des chouquettes aujourd'hui chocolat. Vous voyez bien, ouais, chocolat et sucre. Franchement, je préfère les sucres. Et donc, voici notre petit Victor. Bonjour Victor, tu vas bien? Tu veux une chouquette? Dis bonjour à la caméra. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais prendre une chouquette. Ouais. Non, moi j'avais une question sur le phénomène avec la boîte de Ferrero. Ah, le phénomène qu'on a vu coloré là. Ouais. En fait, à nouveau, je suis pas ingénieur ni chimiste, mais comme vous l'avez vu, la tablette va envoyer de la lumière polarisée. Et
Cette boîte est une boîte qui est une boîte en styrène. Et lors de sa fabrication, le styrène liquide, enfin en feuille, va être étiré dans certaines zones. Et donc, ce qu'on va voir vraisemblablement quand nous, on met à nouveau ces lunettes, c'est justement toutes les zones de fluage du styrène quand il est chauffé, et donc les orientations différentes qu'on va avoir de ces longues molécules de polymères qui sont les espèces de spaghettis. Et suivant l'angle sous lequel ils se rangent, ils vont effectivement filtrer la lumière suivant certaines longueurs d'onde, et donc suivant certaines longueurs d'onde. Et voilà, et c'est tout. Et je crois que Willy a une question. Willy, viens ici. Tu as une question. Et prends une chouquette et dis bonjour à tout le monde. Moi, c'était pas. J'ai noté des questions qui étaient encore derrière, qui avaient à la suite, que tu n'as pas. Ah d'accord. Voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça encore. Tout là. Alors, bonjour matériaux. Y aura-t-il un record, un replay? Yes, vous allez recevoir donc cet après-midi ou demain matin plus vraisemblablement le lien directement pour le replay. Faut-il adhérer à Matériaux pour venir consulter votre matériothèque? Oui, 100 fois oui. Matériaux est une structure qui est totalement indépendante des industriels. On va sélectionner ces milliers de matières, mais on ne vend pas ces matières. On n'a pas de relation économique avec les industriels. Tout ça pour préserver une indépendance. Donc, c'est pour ça que, hélas, il est nécessaire de nous financer. C'est le seul moyen de financement de Matériaux. Donc, il faut adhérer à Matériaux pour ensuite avoir accès à la base de données, ces milliers de matières extraordinaires, et puis au showroom. Savez-vous combien de temps le béton phospho peut-il émettre? Les pigments phospho, un peu comme même complètement comme les pigments fluo, sont des pigments qui vont eux aussi se fatiguer. Mais c'est quelque chose qui dure quand même longtemps. Ensuite, les questions de durée concernant le phospho, c'est aussi la durée de réémission lorsque je linsole. Donc, j'ai ma façade de bâtiment qui s'est pris le soleil dans la journée. Combien de temps elle va émettre la nuit? En fait, les industriels, à chaque fois, vous annoncent des trucs genre pendant 12 heures, pendant 15 heures, pendant 24 heures dans la base de données. Il y a certains industriels qui ont annoncé du 24 heures. Il faut savoir que l'émission est d'autant plus forte que l'insolation a été récente. Donc, au départ, on est au maximum d'émissions et ça va décroître assez rapidement. Donc, effectivement, si on regarde pendant combien de temps il va émettre de temps à autre un photon, ça peut être très long, mais le temps de perception par l'œil humain, ça va être de l'heure ou de 2 heures après l'insolation, suivant le type de pigment. Mais ça va jamais durer très très longtemps. Existe-t-il des textiles luminescents dont la source d'énergie pourrait être cinétique? Oui, la source d'énergie sera électrique en fait, mais ce sont des éléments piézoélectriques qui vont transformer l'énergie cinétique en une énergie électrique. Où il y a même des recherches actuellement sur des processus chimiques qui sont générés par des mouvements et qui, eux aussi, vont produire derrière de l'électricité pour éclairer. Mais on a un peu cette étape de base entre l'énergie cinétique puis la transformation en énergie électrique, puis on retourne dans la case de l'électroluminescence. Comment se présente physiquement la fibre optique? La fibre optique, c'est soit du PMMA, soit un plastique transparent, soit du verre en fibre. Vous avez la lumière qui va rentrer dedans, qui va en permanence taper sur les bords à l'intérieur et ressortir de l'autre côté. Super rapidement, puisque à la vitesse de la lumière, avec très peu de pertes. Et dans les textiles, comme le textile qu'on vous a montré, en fait, on va choisir de favoriser les pertes, parce que le but du jeu, c'est pas de conduire la lumière d'un bout à l'autre, mais c'est qu'elle diffuse en latéral. Donc, dans ce cas-là, on va agresser la fibre pour qu'il y ait des pertes, en fait, et que nous, sur la fibre dans sa longueur, on perçoive la lumière. Mais en temps normal, une fibre optique, si jamais elle est bien faite, quand la lumière passe à l'intérieur, moi, je regarde la fibre dans ce sens-là, je ne vais pas voir la lumière. La lumière, elle va arriver ici et elle va ressortir en intégralité ici. Mais là, moi, je verrai mon jonc de verre ou de plastique, qu'il soit éclairé ou pas, ça ne changera rien en termes de vision parce que
Tout le but, c'est d'éviter qu'il y ait des pertes. Donc, il y a ensuite certains plastiques qui vont être chargés de petites particules qui sont là pour permettre à la lumière de sortir de façon tangentielle, ou alors sur une fibre optique vert, on va même s'amuser à casser de temps à autre la fibre optique pour que justement il y ait ces pertes latérales et qu'on puisse percevoir la lumière dans la fibre. Comment faire pour avoir le nom des fournisseurs? Vous sortez votre carte bleue et puis vous adhérez à Matériaux. Sur la base de données, on vous indique à chaque fois les coordonnées directes des fournisseurs. Encore une fois, nous, on n'intervient pas du tout dans la commercialisation. On est là pour dire à nos membres, regardez, ça c'est super chouette, c'est une chouquette. En fait, c'est de la pâte à choux avec des gros morceaux de sucre perlé dessus. Ensuite, ça se mange. Et chez la boulangerie d'à côté qui fait ça, si vous en voulez, allez les voir. C'est toujours le principe, mais avec cette nécessité d'adhérer avant parce que c'est notre seul moyen de financement. Dernière question. Il n'y a plus rien. Il y en a encore 3. Il y en a, mais les gens continuent. Mais si vous avez le temps, moi, on est là toute la matinée. Hein. Donc, je t'écoute, Willy. Alors, excusez-nous, hein, mais il faut qu'il dise. Allez, papa. Il existe aussi des plastiques qui dirigent la lumière dans un sens. Par exemple, on voit sur les côtés, mais pas de face sur une plaque. Pourrais-tu nous en présenter, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, je vous ai expliqué comment fonctionnait la fibre optique. Les plaques plastiques transparentes fonctionnent exactement de la même façon. Et on va avoir à chaque fois, et ça se voit beaucoup avec les plaques fluo, votre plaque, quand elle est fluo, elle est dans un rôle rose pâle tout à fait classique quand je la regarde de face. Et par contre, super pétante sur les côtés. C'est parce que la lumière rentre dans la plaque d'un petit peu partout, mais ressort principalement par la tranche. Donc, c'est pour ça qu'on a ce phénomène où on a l'impression que les tranches sont éclairées. Et à nouveau, il existe notamment pour l'éclairage des écrans d'ordinateur, des plaques qui, elles, vont essayer de favoriser la diffusion latérale pour qu'on ait ensuite une plaque qui, de façon homogène, va émettre directement sur la face. Donc, vous avez à nouveau tout ça, bien sûr, dans la base de données. Vous me demandez de les montrer. Il faut savoir que là, on a réduit vachement tous les trucs qu'on pouvait vous montrer. On pouvait passer 5 heures avec vous en vous montrant un tas de trucs. Il y a plein de matières de la base qui vont effectivement interagir avec la lumière et qui me semblaient très important de vous montrer. Mais en même temps, on avait des contraintes de temps. Allez, une dernière question. Qu'en est-il des nouveautés en termes de bioluminescence? La bioluminescence, moi, les trucs saillants que je peux voir dernièrement, c'est des recherches qui sont faites en biologie pour commencer à imaginer des plantes qui vont directement pouvoir générer de la lumière. On a parlé de Glowy tout à l'heure. Il y a aussi une boîte française, une boîte américaine, une boîte israélienne qui travaillent sur des plantes et notamment des arbres, avec l'idée un peu fantasmée aujourd'hui que demain, on n'ait plus besoin d'éclairage urbain, mais que directement les arbres soient des arbres tout à fait classiques, mais que la nuit, il y ait une douce lumière verte donnée par les feuilles parce que on aurait intégré des gènes qui permettent à ces feuilles d'être luminescentes la nuit. Et de façon bioluminescente, c'est-à-dire chimique, c'est pas de la phosphorescence, je reçois la lumière le jour et je la réémets un temps la nuit. C'est la feuille qui va produire directement de la lumière par phénomène chimique. Bon, on va arrêter là parce que je vous avais promis la demi-heure et certains d'entre vous doivent être très occupés pour la suite. Donc, je vous remercie à nouveau de votre présence ce matin et je vous dis à très bientôt, toujours le même principe. On vous informera de nos prochaines réunions. À très bientôt et puis j'espère à très bientôt au showroom. Bye bye.